moi. Coucou, ça va? T'avais pas ton contrôle de maths, là? J'ai toujours vécu en ville et en appartement, donc j'ai jamais eu de jardin. Bon. C'est super facile en fait. Alors, pour compenser, sur le rebord de mes fenêtres, j'essaye de faire pousser des plantes. Attends, j'arrose les plantes. C'est souvent des trucs que je trouve en me promenant dans les squares ou les cimetières. Je cueille des morceaux de tiges, je les mets dans un verre d'eau, j'attends que ça fasse des racines et je les repique dans mes bacs. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me met en joie. J'ai l'impression d'être dame nature, que je me connecte comme ça au monde végétal. Enfin, merde! C'est ce que j'aimais bien me raconter jusqu'à ce que, dans un de mes bacs, je décide de planter un arbre. Carrément. Un petit figuier qui s'est mis assez vite à tirer la gueule. Peut-être qu'il a pas assez d'oxygène. Il faut que j'aère le bac. Ses feuilles sont devenues toutes moches, toutes jaunes. Alors, j'ai essayé de mettre du compost, mais là, les feuilles sont toutes tombées, les unes après les autres. Et j'ai eu beau chercher des tutos sur Internet, pchiter des traitements pour la chlorose, la cochenille. C'est peut-être pas la cochenille, c'est peut-être des pucerons. Le petit figuier est juste en train de crever. C'est con parce qu'il avait commencé à faire des petites figues. Et moi, je me sens comme une poule devant un couteau. En temps normal, l'agonie de ce pauvre figuier, je m'en remets très facilement, je pense. Mais là, après avoir passé l'été à regarder les forêts partir en fumée, je me fais une montée d'angoisse. Parce que comment on va pouvoir faire face à l'urgence écologique avec des citadins comme moi, complètement analphabètes en matière d'espèces végétales, infoutus de savoir de quoi elles ont besoin pour pousser, comment elles fonctionnent exactement, ni même la plupart du temps comment elles s'appellent. Alors que c'est nous qui avons besoin d'elles pour vivre et respirer. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Charlie Marcelet et produite par Arte Radio. Épisode 16, Vite, un jardin. Alors, on va pas se raconter d'histoire. Pour calmer ma montée d'angoisse estivale, je vais pas reprendre des études de botanique à la fac, ni tout plaquer pour me mettre à la permaculture en Ariège. Non. Plus modestement, j'ai décidé de me lancer dans un épisode sur les jardins. Pas pour apprendre des astuces techniques sur la taille des rosiers, mais pour réfléchir à ce que ça change dans la vie de tous les jours, d'avoir un petit lopin de terre près de chez soi et de s'en occuper. Qu'est-ce que ça fait concrètement au lien qu'on entretient avec la nature, à ce qu'on sait d'elle, ce qu'on en comprend, ce qu'on ressent? Je suis d'accord que, à l'échelle de la catastrophe planétaire, la 6e extinction des espèces, le réchauffement climatique, un jardin, à première vue, ça peut sembler dérisoire, minuscule. Mais justement, je me demande si ça peut pas être l'inverse. Pour développer une relation profonde, physique, pratique, avec les arbres, les fleurs, les légumes, tout ce qui pousse autour de nous, finalement, est-ce que c'est pas la juste dimension, un jardin ? Un espace à notre mesure et à notre portée, pour sortir de l'apathie, se mettre les mains dans la terre, agir, bref, essayer d'être à la hauteur de ce qui nous arrive. Et en SVT, j'étudie les feuilles. La leçon, c'est les nerfs. Quoi? Ça n'a pas de nerfs, une feuille. Non, mais tu sais, les trucs là. Les nervures. Oui, voilà, les nervures, c'est la même chose. Et attends, on a fait une séance. À ton avis, il y a quoi dans une feuille? De la chair. Un peu de sang. Je rigole. C'est un végétal. C'est un végétal, mais c'est toujours un être vivant.
Madame Fontenoy a beaucoup insisté sur ça. La première question que je me suis posée, c'est comment on en est arrivé là, à ce stade d'ignorance. Je veux dire les urbains occidentaux en général, incapables, comme ma fille ou moi, de faire la différence entre un saule et un frêne, par exemple, ou, je sais pas, de greffer un cerisier. Alors, il faudrait sans doute remonter jusqu'au néolithique pour comprendre ce qui nous est arrivé, et moi, pour l'instant, je me suis contentée de lire « Sous les pavés, la terre », le livre d'une jeune géographe qui s'appelle Flaminia Padéou. Flaminia Padéou, elle travaille sur un cas un peu particulier, les jardins potagers en milieu urbain. Mais au début du livre, elle fait un rembobinage historique vers le 19e siècle qui permet de comprendre que cette déconnexion entre les citadins et la nature, pour aller vite, elle est assez récente. Parce qu'avant la révolution industrielle, vivre en ville, c'était beaucoup plus champêtre qu'aujourd'hui. On a du mal à l'imaginer. Au 19e siècle, et si on prend l'exemple de Paris, c'est une ville où il y a encore énormément de jardins potagers dans la ville, vraiment dans Paris, mais aussi autour de la ville. Donc il y a ce qu'on appelle une ceinture maraîchère, où on a des maraîchers professionnels, mais aussi des gens qui ont leur potager, qui cultivent en ville ou en tout cas à proximité de la ville. Et il faut s'imaginer aussi beaucoup d'arrière-cours où il y a des plates-bandes qui sont cultivées, donc derrière la maison des individus, des familles, et avec par exemple des poules, des cochons, donc quelques animaux de la basse-cour qui permettent d'avoir des œufs, d'avoir du lait. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces urbains qui sont venus en fait travailler en ville au moment de l'industrialisation viennent du monde paysan, donc avaient en fait des savoir-faire agricoles. Et donc on a tout un mouvement de migration des paysans vers les villes, mais du coup qui charrient avec eux leur savoir-faire agricole. Si on demandait à ces habitants des villes comment pousser les fruits et les légumes, il y avait peut-être qu'une infime minorité qui ne savait pas. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est totalement inverse. Donc en fait, il y avait une plus grande proximité par rapport à ces éléments de nature et donc ces liens en fait entre espaces urbains et espaces ruraux. C'est pas seulement des questions spatiales et géographiques, mais c'est aussi des questions mentales, de représentation et d'imaginaire. Alors, attention, c'est sûr que quand on s'enfonce chaque matin dans le métro pour aller tapoter toute la journée sur un clavier d'ordinateur, on peut avoir tendance à fantasmer total sur la ville que Flaminia Padéou vient de nous dépeindre. S'imaginer une vie au grand air où on pouvait bichonner ses courgettes en harmonie totale avec la terre nourricière. Alors qu'à l'époque, Flaminia Padéou l'a bien fait comprendre, s'occuper d'un jardin potager, ça avait vraiment rien d'une communion panthéiste. Il ne faut pas idéaliser ce rapport à la nature au 19e siècle et surtout pas le rendre romantique. Par exemple, une inquiétude en agriculture qui a vraiment traversé le temps, c'est les seins de glace, par exemple. Et ces 3 jours au moment du printemps qui, en fait, pour des raisons astronomiques d'orientation de la Terre, sont des jours où régulièrement, tous les ans, il y a des coups de froid, alors que c'est une époque où en fait les semis et les plantations ont déjà été faites, les plantations sont fragiles, et donc le moindre coup de gel peut être dévastateur. Donc ce rapport au climat, aux inquiétudes, rapport au sol aussi et à sa fertilité, c'est quelque chose qui a vraiment traversé le temps. On est toujours dans un rapport de composition, de cohabitation avec les éléments naturels. Quand on jardine, quand on cultive la terre, on est tout le temps en prise avec la nature. Et c'est vraiment une quête permanente de compréhension de comment la nature fonctionne. Voilà, c'est ça, je crois, qu'on a tendance à occulter aujourd'hui. Cette compréhension de comment la nature fonctionne, à l'époque, c'était une question de survie.
Et donc, elle reposait aussi sur la peur de ne pas avoir assez de patates ou de haricots à bouffer pour l'hiver. Alors que de nos jours, en ville, cette dépendance alimentaire directe, on l'a perdue, pour notre plus grand confort, mais avec elle aussi, on a perdu ce qui nous connectait si concrètement aux espèces végétales, au sol sous nos pieds, à la pluie, au vent, aux écosystèmes, comme on dit maintenant. D'ailleurs, c'est drôle comme, à force de passer notre vie sur les écrans, on parle tout le temps de connexion. Flaminia Padéou, elle utilise un autre terme, plus juste et plus fort. Elle parle carrément de symbiose, entre la ville et la terre, pour montrer que le lien, il était organique. Au XIXe siècle, la ville, c'est un gisement de déchets organiques, mais aussi surtout d'engrais, grâce aux excréments, à la fois humains, mais aussi animaux. Pour avoir une terre qui soit riche, qui soit fertile, il faut amender la terre, c'est-à-dire lui apporter du fumier. Le fumier animal, en ville, connaît une sorte d'apogée au XIXe siècle. Le transport se fait à partir de la traction hippomobile. Dans Paris, on a partout des chevaux et donc on a partout du fumier. Il est collecté pour ensuite qu'il soit racheté par des maraîchers pour les épandre sur leurs terres. Quelque chose qu'on voit très bien dans le roman de Zola qui s'appelle Le ventre de Paris. Le personnage principal du roman, c'est Léal. Et on voit très bien comment ça fonctionne pour tout un ensemble en fait de production alimentaire. C'est vraiment une sorte de petit écosystème à lui tout seul. Où on voit que le modèle en fait qui prévalait à l'époque, c'était les maraîchers qui étaient autour de Paris, donc Nanterre, par exemple à Montreuil, qui partaient à l'aube avec leurs charrettes pour apporter leurs fruits et légumes au marché des Halles, qui les déposaient, qui ensuite chargeaient leurs charrettes de fumier et qui rentraient pour les épandre sur leurs terres. C'est ça qu'on appelle une sorte de métabolisme urbain qui fonctionnait à l'époque et qui permettait qu'il y ait des services rendus entre espace urbain et espace agricole. Ça fait rêver, non ? Cette histoire d'excréments en circuit court. Avec son côté rien ne se perd, tout se transforme. Ça a quand même plus d'allure que le petit bac à compost associatif au bout de ma rue, où on est 3 pelés et un tondu à venir vider nos épluchures. Ça, c'est tout frais, ça. Il y a des épluchures d'orange. Alors là, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas mettre d'agrumes, mais nous, on en met. Il paraît que c'est très bien. Il y a des pots de bananes, il y a des tiges de persil, il y a de la salade, il y a de l'oignon. À la fin, ça sent merveille, ça sent la forêt. Un samedi matin par mois, on organise une distribution gratuite de compost pour les habitants du quartier. Pardon, merci. Mais la plupart du temps, les gens nous passent devant, sans même nous calculer. Il y a des gens chez qui c'est très mal perçu. Il y a un monsieur, peut-être qu'on le verra passer. Moi, j'appelle le monsieur au petit chien. Il habite en face et quand il passe, il dit que ça pue, qu'il ne comprend pas que la mairie mette en place des choses comme ça, que ça ne faisait pas propre, que ça ne faisait pas entretenu. C'est sûr que c'est de la vie, c'est des choses qui sont... Enfin, la décomposition, ça fait partie aussi d'un cycle de vie. Est-ce que vous voulez du compost pour vos plantes ? Je comprends assez bien qu'on puisse nous prendre pour des bourgeois illuminés qui se racontent qu'ils vont sauver le monde en jouant à Mimi Cracra. Mais c'est beaucoup plus politique que ça en a l'air, ce qu'on fait là, avec nos pelures de légumes. Au fond, on essaye de colmater une rupture métabolique. Et c'est un concept de Karl Marx, la rupture métabolique. Oui. Karl Marx himself, celui de la lutte des classes et de l'opium du peuple. Il a été un des premiers à avoir identifié ce que le capitalisme et la révolution industrielle étaient en train de casser dans notre rapport à la nature. Petit à petit, il voit que les villes cessent d'être des gisements de déchets. Parce que les villes, justement, se transforment. Et donc, tous ces paysans qui arrivaient en ville et qui travaillaient à l'usine, il fallait bien qu'ils se logent.
Donc, il y a eu des politiques de construction de logements très importantes. Et ces immeubles et ces maisons, il faut bien les mettre quelque part. Et souvent, les espaces qui ont été choisis, c'était des espaces où il y avait des jardins et des terres cultivées, parce qu'on considérait que elles étaient finalement pas si importantes que ça. Et donc, on commence à basculer un petit peu dans un système où on conçoit la ville comme un espace non agricole. Et on considère aussi qu'elle doit être assainie et qu'en fait la présence d'animaux des fermes, de cultures qui peuvent attirer les rats par exemple, c'est aussi des espaces finalement qui doivent être éloignés de la ville, un peu mis hors les murs. Les systèmes de transport se transforment aussi. Petit à petit, la traction hippomobile cesse pour être remplacée par exemple par des tramways et où en fait les approvisionnements en fumier se tarissent. On a aussi tout un engouement pour les engrais de synthèse et donc ça, c'est l'une des premières choses que Marx repère dans cette rupture métabolique. Pour lui, la rupture métabolique, c'est à la fois de manière très concrète la rupture de flux organiques entre les villes et les campagnes. Mais c'est pas seulement ça. Lui, déjà, il l'encastre dans des questions importantes de transformation du capitalisme, d'emprise du capitalisme à la fois sur l'agriculture, mais aussi sur le développement de l'industrie. Et aussi parce que il le connecte à des questions en fait d'aliénation individuelle, à la fois par rapport au travail, mais aussi par rapport à la nature. Puisqu'en fait, ces nouveaux travailleurs dans les villes sont déconnectés de la nature et des espaces de production agricole dont ils sont issus. Ça, c'est une rupture anthropologique majeure que petit à petit, avec l'essor de la société urbaine, les habitants de ces villes se considèrent de plus en plus comme hors de la nature, loin de ces écosystèmes, alors qu'avant, ils en étaient beaucoup plus partie prenante. Il y a un mot qui me frappe dans ce que vient d'expliquer Flaminia Padeoula. Aliénation. Parce que je vois assez bien comment on peut être aliéné au travail ou en tant que femme, très bien même, mais l'aliénation dans le rapport à la nature, j'y avais jamais réfléchi. C'est pour ça qu'il est fort, ce concept marxiste de rupture métabolique. Il permet de prendre conscience que le peu de nature qui n'a pas disparu de la ville, les espaces verts, les jardins publics où on est tout content d'aller pique-niquer le dimanche dans l'herbe, faut pas se faire d'illusions, c'est pas la nature. Enfin, si, bien sûr, c'est la nature, mais c'est une nature qui a changé de nature. Dans l'hygiénisme, le rapport à la nature bascule. C'est pas seulement une transformation de ville contre nature, c'est une transformation de quelle est la nature qui est considérée comme acceptable et désirable en ville. Et c'est une nature de loisirs, c'est une nature très cadrée, c'est une nature qui est très esthétisée, comme les squares, comme les parcs, par rapport à une nature productive et agricole. C'est avant tout des espaces publics, de relations sociales, où on se montre. Si on prend l'exemple de Central Park à New York, cette idée de la promenade dans un espace vert. Donc les familles bourgeoises y vont le dimanche en habit, comme aller à l'opéra ou aller au théâtre. On recrée aussi des espaces de nature qui sont conformes à un certain imaginaire de la nature. On est vraiment dans une nature qui est extrêmement artificialisée, même si parfois elle paraît mimer un peu une sorte de désordre sauvage. Mais en fait, c'est fait d'allées, de ponts, des lampadaires. Voilà, c'est des espaces où il y a toute une ingénierie urbaine derrière. On retrouve un peu ça au But de Chaumont, par exemple, à Paris.
On n'est pas du tout à l'époque dans des considérations liées à la biodiversité, à un rapport aux espèces locales. Et donc au 19e siècle, il y a aussi toute cette mode d'importer des espèces exotiques, japonaises, chinoises, tropicales, donc des espèces qui ne sont pas forcément adaptées au climat. C'est-à-dire qu'il y a un amenuisement d'un rapport frontal, d'un rapport local avec la nature. Le dernier exemple là, les arbres exotiques plantés en plein Paris, il m'a fait tilt. Parce qu'effectivement, au but de Chaumont, il y a des ginkgo biloba magnifiques. En ce moment, avec l'automne, ils sont jaunes vifs. Moi, je pourrais passer des heures à les regarder tellement c'est beau. On dirait de l'or. Mais par contre, je me suis jamais questionnée sur le problème de biodiversité qu'ils pouvaient poser, ces arbres. Pire même, j'étais persuadée que c'était ça la biodiversité, moi. Quand il y a plein d'espèces différentes dans le décor. Et elle est là, au fond, mon aliénation. Au moment même où j'ai l'impression d'être attentive à ces arbres, de les aimer, de les connaître, en réalité, je suis en train de faire un contresens, mais complet. La biodiversité, c'est pas juste une carte postale avec toutes les espèces qu'on peut inventorier, classer dans des cases, etc. Pour moi, c'est l'ensemble des espèces, animales, végétales, en interaction en permanence les unes avec les autres, mais aussi avec le milieu dans lequel elles vivent. Ce qu'on appelle les histoires naturelles, c'est-à-dire les histoires de relations entre les êtres vivants, à la fois les insectes, d'autres types d'animaux, les différentes plantes qui communiquent entre elles, les mycorhizes, tout ce qui se passe dans le sol, et dont nous, humains, on a de moins en moins connaissance, non pas parce qu'on ne nous les apprend pas, mais parce qu'on fait de moins en moins attention à ce qui nous entoure et on ne considère pas vraiment que c'est important, quoi. C'est Anne-Caroline Prévost, biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle, qui m'a débunké comme ça sur la biodiversité. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez révélateur de notre rapport tronqué à la nature, dans cette tendance générale à appréhender le vivant comme un catalogue d'espèces, sans mesurer tout ce qui les relie les unes aux autres et les rend interdépendantes. Dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais Anne-Caroline Prévost, elle a un super exemple pour nous le faire toucher du doigt. Vous connaissez les mésanges charbonnières ou les mésanges bleues. Voilà, elles sont absolument partout, dans les parcs urbains, dans les forêts, etc. Donc c'est une espèce généraliste, ça veut dire qu'elles mangent de tout. Sauf que pendant la saison de reproduction, les bébés mésanges sont nourris avec des chenilles, c'est-à-dire des larves de papillons, que les parents mésanges vont chercher dans les arbres pour ramener aux petits oisillons mésanges. Les chenilles, elles éclosent d'œufs qui ont été pondus par la femelle papillon en automne avant l'hiver. Et donc les œufs vont éclore en fonction de conditions de température au début du printemps. Les chenilles qui en sortent mangent les jeunes feuilles des arbres dès que les bourgeons ont débourré. Parce que c'est ces jeunes feuilles donc, qui sont les plus riches et qui sont les plus pauvres en tanins, qui sont des molécules qui leur plaisent pas. Et donc quand les rythmes sont bien calés, les bourgeons ont débourré à un certain moment, qui est compatible avec le moment où les œufs éclosent. Et donc les chenilles mangent les feuilles à leur bon stade de croissance. Et puis les bébés mésanges, ils ont 10 jours, et c'est à ce moment-là qu'il y a le pic de chenilles de la bonne taille, donc assez grosse et assez en grand nombre, pour que les femelles mésanges et les parents mésanges puissent élever 10 jeunes d'un coup, ce qui est énorme pour une toute petite espèce comme la mésange. Voilà, ça c'est un exemple d'histoire naturelle qui est finalement très commun, mais que je pense que personne connaît, alors que ça concerne des oiseaux qu'on voit tous les jours en hiver quand on met des graines. Et c'est là que ça devient politique, notre affaire. Parce que devinez ce qui se passe. Les 3 cycles, bien synchronisés comme il faut là, avec le réchauffement climatique, ils changent. Mais ils ne changent pas tous au même rythme. Donc, ils se détraquent et ça risque d'entraîner, par exemple, la disparition des mésanges. Voilà. Tant qu'on restera sourd et aveugle à ce genre d'interaction écosystémique qui existe pourtant partout, tout le temps autour de nous, on sera complètement à côté de la plaque.
D'où l'importance du jardin. Enfin, les jardins, pour moi, du coup, ils ont un intérêt vraiment fondamental. C'est que ce sont des espaces qui sont conçus pour nous laisser des opportunités de rencontre avec le vivant. Après, c'est pour ça qu'il me paraît important d'expliciter les objectifs et le but qu'on veut se donner. Si c'est un but de développement personnel, le type de nature ou de jardin qu'on va mettre en place autour de nous, ce ne sera pas forcément le même que si l'objectif c'est de protéger la biodiversité ou si l'objectif c'est de réapprendre comment fonctionne le vivant non humain qui nous entoure. Pour se sentir bien en soi-même, finalement, un espace de nature avec très peu d'espèces et très jardiné, ça suffit. Et c'est très bien dans ces cas-là. Parce que si on veut réapprendre comment fonctionne ce vivant non humain, on a intérêt à avoir un jardin qui accueille un certain nombre d'espèces animales, végétales et micro-organismes en interaction les unes avec les autres. Et dans ce jardin-là, peut-être qu'on sera moins à l'aise et moins zen que dans un jardin qui correspond à nos normes sociales de beau jardin. Un beau jardin, actuellement encore, pour la majorité des Occidentaux ou des Français ou des Françaises, c'est pas un jardin qui accueille beaucoup de biodiversité. Parce que quand on accueille beaucoup de biodiversité, on accueille aussi des insectes qui piquent, on coupe pas trop l'herbe, donc ça fait assez vite des trucs un peu moches. Des espaces où on laisse faire un peu. Et puis d'autres espaces où on fait pas ça, parce qu'on a forcément toujours envie d'avoir des espaces où on peut s'asseoir dans l'herbe de façon un peu tranquille, où on peut marcher sans se faire piquer trop par des orties ou des choses comme ça. Donc tout ça peut être des espaces qui sont compatibles les uns avec les autres. Y compris dans un tout petit jardin privé, voire un tout petit square public dans une grande ville. Bon, Anne-Caroline Prévost vient de nous donner le programme possible d'un prochain épisode. Qu'est-ce que ça pourrait être un jardin politique, concrètement? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on y plante? Comment ça se bêche? Et surtout, qu'est-ce qu'on y invente comme autre manière d'habiter la Terre? Oui, ça fait beaucoup de questions, mais il y a urgence pour les vieilles branches comme les jeunes pousses. Qu'est-ce que tu sais reconnaître comme arbre? Le chêne, par exemple, ça a plein de bois arrondis. Le marronnier, ça fait des marrons. Le pin, c'est comme un sapin. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Je sais reconnaître les iris, les jonquilles. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Des cactus, des figuiers, des lavandes. Mon petit jardin au carré d'aromates. Cette année, pour Noël, ma belle-mère m'a offert un kit de jardinage pour faire pousser des herbes aromatiques. Ça sent rien. Même pas de la terre, ce truc. Bon, merci, mais je ne vois pas comment ce gadget, commandé probablement sur Amazon en plus, pourrait assouvir mon besoin de nature. Franchement, du plastique, le machin et tout, on dirait de la terre synthétique. Tu vois, ça m'a de la terre de coco. Et donc, je l'ai refourgué à ma fille. Tu le veux? Oui. Elle était toute contente de le récupérer, pas pour jouer à tisse tous les pouces verts, mais pour faire un tuto, comme les influenceuses. En gros, il y a un petit sachet, dedans il y a de la terre de coco, déjà mise dure. Du coup, il faut juste rajouter de l'eau, mélanger. En la regardant enregistrer sa vidéo avec son téléphone, j'ai repensé à cette histoire de rupture métabolique dont m'avait parlé la géographe Flaminia Padéou dans le précédent épisode sur les jardins. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais elle expliquait comment l'agriculture avait disparu peu à peu des villes au moment de la révolution industrielle
et comment les citadins d'aujourd'hui se retrouvaient complètement hors sol, coupés de la nature et de son fonctionnement. Ce qui est quand même un problème si on veut comprendre quelque chose aux défis écologiques de notre époque. De base, c'était à faire pousser en mars ou avril, printemps pour qu'il y ait du soleil. Mais moi, j'avais pas très envie. Sauf que tu vois, comme tu les mets pas au soleil, elles sont toutes blanches. Faut que tu les mettes plus à la lumière, là. Alors, c'est bien d'en prendre conscience, de battre sa coulpe à longueur de podcast, mais à un moment, il faut passer à l'action. Se mettre les mains dans la terre, la vraie terre. Et donc, comme rien ne m'arrête, j'ai décidé de partir très très loin. Ah oui, d'accord. Dans l'Yonne. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau, c'est quoi Épervière orangée, c'est une plante qui était notée de façon assez rare en Bourgogne. D'accord. Je me suis retrouvée à Villiers-sur-Tholon, pas très loin d'Auxerre, parce que dans mes recherches, je suis tombée sur un livre qui m'a tapé dans l'œil, à cause du titre, Le grand traité du jardin punk. Pour moi, quand on écoute les Sex Pistols, en général, on n'est pas tellement du genre à tailler des hortensias. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir Éric Lenoir, celui qui a écrit le livre, pour qu'il m'explique. Ça, c'est quoi? C'est de la marjolaine? Non. Non, pas du tout, ça c'est de l'eupatoire. Le patoire chanvrine, ça fait partie de ces plantes qui ont des feuilles qui ressemblent au cannabis. Qui m'explique en quoi faire pousser de l'eupatoire chanvrine, par exemple, peut être punk. Une manière de niquer le système, de résister. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Solène Moulin et produite par Arte Radio. Épisode 18, le punk est dans le jardin. C'est magnifique quand même. On dirait des plantes de la préhistoire. C'est trop marrant ce machin. Et ça, c'est des fougères d'eau. Dans la vie de tous les jours, Éric Lenoir est pépiniériste. Une de ses spécialités, c'est les plantes aquatiques. On peut lui acheter des espèces rares de nénuphars ou de lotus qui fait pousser dans des grandes bassines. C'est très beau. Il y a des petites libellules. À côté de sa pépinière, il a un terrain immense de presque 2 hectares où il essaye de mettre en pratique son idée du jardin punk. Et effectivement, ça ressemble pas du tout à ce que moi j'appelle un jardin. Il n'y a pas de jolies plates-bandes avec des tulipes, pas de roseraies, ni d'allées en gravier. C'est plutôt une espèce de grande prairie, un peu sauvage, avec des petits passages qu'on peut se frayer au milieu des herbes hautes. Des fois, on tombe sur un bosquet d'arbres ou sur une mare envahie de roseaux. Et où qu'on regarde, il y a plein de plantes différentes. Mais pas les jolis trucs ornementaux d'habitude qu'on achète à Jardiland, comme les iris ou les camélias. Non, c'est plutôt des espèces qui ont l'air d'avoir poussé là, toutes seules. Bref, c'est assez bordélique, mais en même temps, c'est harmonieux. Et ça, c'est des petits bégonias? Non, c'est quoi? C'est des saxifrages. Oh, c'est joli. Éric Lenoir m'a raconté qu'il a passé toute sa jeunesse à écouter les Berruriers Noirs au milieu des bars HLM d'une cité de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et quand il est entré à la très officielle école d'horticulture et des techniques du paysage, qui se trouve à Vincennes, il a eu un peu de mal. Moi je viens de la culture punk, j'en pouvais plus de faire des choses absurdes dans les jardins. Moi j'ai appris à faire des choses absurdes, j'ai même bossé en collectivité, donc j'ai passé des hectares à la tondeuse, des coups de débroussailleuse dans les merdes de chiens et je galérais. Enfin c'est insupportable, tailler des kilomètres de tuyas. Alors le tuya ça monte à 20 mètres. Et les gens ont des haies dans leur jardin qui font 2 mètres avec ça. Comment voulez-vous que ce soit pas un calvaire ? Et pour les gens et pour l'arbre. Ça veut dire tout le temps derrière pour l'empêcher d'être ce qu'il doit être. C'est terrible quand même quand on y pense. Voilà, c'est à ce genre de coup de gueule qu'on sent qu'il est punk, Éric Lenoir. Moi, si je me retrouve dans un quartier résidentiel et que je vois des haies de thuya partout, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais même pas que ça s'appelle du thuya d'ailleurs. Mais lui, ça le révolte.
Tout ce jardin qui consiste à faire la démonstration que l'homme domine la nature, je pense que c'est un modèle éculé. Je dis toujours Versailles, je me focalise pas que sur Versailles, je pourrais parler de Villandry, je pourrais parler de certaines parties du parc André Citroën à Paris, je pourrais parler de plein de choses. C'est le vivant utilisé comme un meuble. On fait de la décoration, on montre qu'on sait maîtriser les plantes pour les mettre à tel ou tel endroit, qu'elles vont être taillées exactement comme on a dit, exactement comme on ferait de l'architecture. Et je parle que des plantes, mais aussi c'est justement réintégrer le fait que ça ne veut pas dire que les plantes, un jardin. C'est tout ce qui y vit, tout ce qu'il fréquente, c'est l'impact climatique. C'est quoi, c'est intermédiaire? Non, c'est plutôt une fourmilière, mais des fois il y a des bébêtes en dessous. Waouh! Et que les fourmis. Là on est sous un arbre. Si je voulais faire du jardin tel qu'on me l'a appris, le saule qui est là, c'est un saule marceau. Je ne sais même pas si on l'a regardé, parce que c'est un saule très commun et qui d'un point de vue ornemental est plutôt banal, on va dire. Et pourtant, son rôle dans mon jardin est prépondérant. Le banc qui a été posé à son pied, il a été posé à son pied parce que le saule était là. Et non pas l'inverse. Et tout ce côté de refuser l'absurde, de refuser qu'il faut faire comme ça, que culturellement on doit faire comme ça, ce n'est pas un argument suffisant. Alors là, je lui ai demandé de développer, parce que rejeter l'absurde, sur le principe, pas besoin d'être une grosse punk à clous pour être d'accord. Mais dans un jardin, j'ai du mal à voir ce qu'il y a concrètement d'absurde, en quoi on s'y soumet à l'ordre social. Eh bien, pour Éric Lenoir, quand on jardine, il y a énormément de gestes anodins qui nous semblent aller de soi, pour lesquels on a complètement oublié de se poser la question du sens. Voilà, par exemple, passer la tondeuse, le réflexe de base quand on a un jardin, en fait c'est n'importe quoi. Vous demandez à une personne pourquoi est-ce qu'elle tonde son jardin. Si vous allez voir n'importe quel jardin avec une pelouse super rase, prenez 2 secondes pour le faire n'importe où, dans n'importe quel endroit. Vous direz mais c'est pour que ça fasse propre. Sauf que les gens qui disent ça en général ne savent pas ce que c'est quand on ne le fait pas. Propre pourquoi? C'est l'application par l'absurde, par la simple reproduction d'un modèle social. On reproduit quelque chose parce que l'imaginaire collectif veut que. On a complètement oublié de réfléchir à pourquoi on faisait ça. Pourquoi tu veux tondre? Je peux marcher là? C'est bien, il y a des bottes. Oh là là. Il n'y a pas que des mauvaises raisons. Les animaux font des coulées. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous baladez dans la nature, vous avez des passages d'animaux et ce sont toujours les mêmes. C'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'endroit où ils vont le moins se mouiller. À force de passer toujours au même endroit, il y a moins d'herbe, ils vont moins se mouiller. Et éventuellement, ils vont attraper moins de parasites. Et donc la tonte répond à ça d'une certaine manière. Autour des maisons, on fait net. Dans le sud, on défriche autour des maisons pour éviter les incendies. Sauf que on peut faire différemment. Et puis la différence d'un point de vue strictement écologique entre un gazon ras et un gazon haut, parce que là vous avez l'allée sur laquelle on est en train de marcher, est une pelouse un peu haute. Autour, c'est de la prairie. Donc moi l'été, je ne tombe pas. Je choisis de laisser la pelouse un peu haute parce que c'est bête, hein, c'est tout vert. On a vécu des semaines de sécheresse, tout est tout vert parce que ça fait 20 cm au lieu de faire 2. C'est tout simple, les plantes font de l'ombre à leurs propres pieds. La rosée va se fixer sur quelque chose plutôt que sur un truc qui fait 2 cm où il n'y aura pas de rosée ou presque. Les rayons du soleil vont arriver, ils vont pas tout dessécher, le vent va pas tout dessécher aussi vite. Prenez juste un thermomètre de cuisine, vous allez entre une pelouse tondue et une pelouse tondue plus haute et une prairie, vous allez avoir 2, 3, 5, 7 degrés de différence. À l'époque de canicule, on apprécie. Hein. Plutôt que de se dire il faut tondre, il faut tailler les haies, il faut acheter une tondeuse. La mode en ce moment, c'est d'acheter des robots tondeuses parce qu'on dit vous allez gagner du temps. Mais gagner du temps sur quoi, bordel? Au passage, exploser les jeunes hérissons, exploser les rares batraciens qui survivent parce que c'est en méga déclin les batraciens, et les grenouilles rousses qui se baladent au printemps. Je ne connais pas une personne qui a passé une tondeuse sans jamais en foutre en l'air. Tout ça, c'est l'absurde complet. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps avec une tondeuse? C'est la démonstration de la déconnexion absolue de l'humain de son environnement. Ça a été très intéressant pendant le confinement. Les gens ont redécouvert ce que c'était qu'un endroit qu'on n'entretient pas. Il y a des papillons que j'avais jamais vus.
Bah oui, alors d'une, tu tondais tout le temps donc il risquait pas de venir, puis en plus tu prenais pas le temps de te poser à côté. Le temps. C'est la fixette d'Éric Lenoir. D'après lui, si on a cette relation complètement biaisée avec la nature, c'est qu'on ne prend pas le temps. Ce qui est contradictoire, parce que quand on a un jardin, en général, on passe des heures et des heures, à moitié à quatre pattes dans la gadoue, à creuser, à semer, à tailler, à ramasser des feuilles. Mais tout ce travail, justement, pour Éric Lenoir, c'est de l'agitation, qui nous détourne de l'essentiel, à savoir l'observation. Ça sent le renard. Ah bon ? Sentez pas cette odeur-là, très caractéristique. Ça sent le renard. L'observation, ça paraît... Enfin, de comprendre ce qui est déjà là, avant d'agir. Première chose, ne pas commencer par agir, ça c'est quand même la maladie du jardinier. Il arrive, il a un beau terrain, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met tout à plat pour pouvoir planter ce qu'il veut. Ouais, c'est toujours la première démarche en fait. C'est de passer par un stade d'observation longue, 1 an au moins, plusieurs saisons, plusieurs conditions, plusieurs endroits, explorer ce qui y vit, pourquoi, comment, quand il pleut, s'il pleut pas, où est le vent, quel est le vent dominant, où va l'eau, comment elle s'évacue, comment elle pénètre ou pas, gratter le sol, voir à quoi ça ressemble, et puis observer les petites traces de bêtes, et puis tout simplement faire des photos au fil du temps. Reprendre le temps de se poser, d'observer, laisser le temps de pousser pour voir si on intervient ou pas. Qu'est-ce qu'on va perdre si on intervient? Passer le stade moche, le temps, le rythme. C'est pas tellement punk cet éloge de la lenteur, je trouve. On dirait plutôt du maître Yoda. Mais quand je lui en ai fait la remarque, Éric Lenoir m'a sorti une référence que j'avais pas vue venir. Je prends souvent l'exemple du punk à chien, qui est posé dans la rue, là on le voit, en train de jouer les clodos avec son clébard. Il connaît très très bien la rue, ce mec. Il a une qualité d'observation de ses contemporains il sait les comportements de gens, il voit comment ils font, il sait où se poster, il sait à qui s'adresser. C'est très très amusant ça. C'est tellement important l'idée de s'économiser. Déjà par la démarche de base qui consiste à interroger chacun de nos mouvements. Pas parce qu'on t'a dit il faut marcher vite, machin. Si t'as envie de marcher vite, tu marches vite, mais t'es pas obligé. On a encore ce rapport au temps qui compte. Donc le premier travail du jardinier, c'est ne rien faire. Tel le punk à chien sur son trottoir. Observer et essayer de comprendre comment fonctionne le morceau de terre qu'il récupère. Ce qu'il y a dans le sol, comment il réagit à l'eau, au soleil, aux saisons, ce qui y pousse. Sauf que quand Éric Lenoir a acheté son terrain en 2010, c'était un champ qui avait pendant des décennies subi l'agriculture intensive, avec pesticides à fond et rotation annuelle, blé, orge, colza, tournesol, blé, orge, colza, tournesol. Et donc, les équilibres naturels du sol étaient complètement détraqués. Par chance, je l'ai pris après 3 ans de jachère. Ça faisait 3 ans que c'était plus cultivé. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait une biodiversité existante, et notamment des plantes qui étaient adaptées à ce terrain qui avait été très malmené, qui est un terrain très difficile. C'est-à-dire que l'eau, en hiver, elle stagne, et en été, ça devient du béton. Parce que vous voyez les grandes tiges marron, là, c'est des rumex. Vous voyez tous à quoi ressemble le chardon. Le jardin ici, c'était principalement chardon et rumex. En me rendant compte qu'il y avait une flore existante, même relativement pauvre, je me suis dit, il ne faut surtout pas la détruire. C'est un milieu qui est difficile. Ce qui a le mérite d'exister, on va essayer de ne pas le foutre en l'air. Avec ces fameux rumex et ces fameux chardons, qui sont des plantes qui sont en mesure de pousser dans des sols comme ça, et qui en plus travaillent le sol d'une façon qui va être profitable aux autres espèces. Par exemple, leurs racines vont plus profondément que celles des arbres. Les arbres dans un terrain comme celui-ci, ils font des galettes de racines, ils font aucun pivot. Parce que sinon, l'hiver, elles pourrissent leurs racines. Elles s'asphyxient. Et s'ils veulent pouvoir bénéficier d'un peu de fraîcheur, de nutriments qui viennent du fond, ces plantes-là, elles vont les remonter. Tout est corrélé. Ce que j'aime chez Éric Lenoir, c'est que dès qu'il sent que la discussion est en train de devenir trop technique, pour la touriste qui débarque comme moi de son bitume natal, la gueule enfarinée, il trouve une image. Là, il a dû lire dans mes yeux qu'avec cette histoire de rumex, de chardon, de galettes de racines qui n'arrivent pas à s'enfoncer dans le sol, j'allais décrocher. Et donc, il m'a dégoté une métaphore qui permet de saisir le rapport particulier qu'il essaye d'entretenir avec son jardin.
Parce que sur le plan administratif, il en est le propriétaire, mais lui, il se considère plutôt comme un usager de passage, qui se mettrait au service du terrain. Le terme qu'il utilise, c'est locataire. Le temps que j'y suis, je fais en sorte de ne pas tout flinguer, de faire en sorte qu'un maximum d'espèces puissent en profiter, d'en faire une oasis, sachant que le milieu qui manque le plus aujourd'hui, qui est le plus détruit, ce sont les prairies. On parle toujours de la forêt, il faut planter plein d'arbres, etc. C'est bien, plantons des arbres, faisons-le. Mais le milieu qui est le plus malmené, qui est le plus en train de disparaître, ce sont les prairies. C'est un endroit où on laisse l'herbe pousser, mais qu'on ne laisse pas devenir un bois. Et ça, c'est mon travail. C'est le jardinier ou le paysagiste qui travaille avec la nature plutôt que contre elle. Il y a une partie où je suis contre la nature, qui consiste à empêcher qu'elle suive le processus naturel qui consiste à devenir un bois. Je lutte contre elle à ce moment-là, mais c'est à peu près mon unique lutte. Et peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus besoin de ça. Il y aura peut-être plutôt besoin d'autre chose. Peut-être que des prairies seront reformées ailleurs parce qu'avec l'effondrement, tout le monde aura quitté les lieux et ces milieux seront désertés et du coup se réensauvageront et qu'on retrouvera des grands troupeaux d'herbivores, qui sait. La belladone, c'est beau ça. Oh, bah ça c'est du poison, non? Oui, mais c'est aussi un super médicament. On en tire l'atropine. En fait, c'est un anti-jardinier, Éric Lenoir. Et c'est en ça qu'il est punk. Au sens où il n'est pas là pour embellir le paysage ou le régenter. Lui, il se met à l'écoute du paysage. Et il essaye de coopérer avec les processus naturels. Un peu comme s'il faisait équipe avec la nature. C'est bien ça qu'il y a derrière l'idée de réintroduire de la prairie dans le paysage. Parce que ça fait partie des choses que j'ai apprises en allant à Villiers-sur-Tholon. La prairie, c'est un écosystème particulier, avec une biodiversité propre. Des petits papillons spéciaux, des graminées qui ne poussent nulle part ailleurs, certains oiseaux qui vivent que là. Par exemple, le tarier pâtre, vous ne connaissiez pas, hein, c'est un petit oiseau. Il s'appelle pâtre, ça veut dire berger, parce qu'il vit uniquement dans les prairies. Bref, toute cette biodiversité propre à la prairie, Éric Lenoir veut la préserver, parce que si elle disparaît, ça fragilise tous les autres écosystèmes autour. Plus la diversité variétale, plus le nombre d'espèces différentes de représentants du vivant, tous confondus, de la paramécie à l'insecte en passant par l'oiseau, est important, plus le milieu est en mesure de résister à des agressions extérieures. C'est vraiment la définition même de la résilience. Parce qu'il a plus de chances de contenir ce qui va lui permettre de lutter. Et il faut imaginer que chaque ingrédient de la nature est un outil potentiel. On vous enlève des outils pour pouvoir vous adapter à une situation, moins vous aurez d'outils, plus ça va être difficile. C'est fascinant. Il y a 2-3 plantes ici. Ce que j'adore, moi, c'est ça. C'est une espèce de pommeau de douche, là. Enfin, le fruit que ça fait. Le nombre de personnes conscientes que la biodiversité est importante fonctionnellement dans leur vie est extrêmement faible. Quand on vous dit « oh, les pandas vont mourir », tout le monde « ah, au secours !» Et puis on dit « ouais, mais là, il y a un coléoptère qui est en train de disparaître. » On s'en fout, un petit coléoptère, c'est quoi? Sauf que ce petit coléoptère, c'est celui qui va manger un champignon qui pousse que sur des arbres qui font plus de 40 cm de diamètre. S'il n'y a pas d'arbre suffisamment gros, il n'y a pas de champignon, et que la transformation de ce champignon par le système digestif du coléoptère va permettre à un autre champignon de se développer dans le sol, sur lequel les racines vont pouvoir se connecter, qui va rendre l'arbre plus résilient au manque d'eau. Voilà ce que c'est que l'utilité de la biodiversité dans un exemple très simple. Et donc tout ça, ce sont des services que les végétaux se rendent entre eux. Ce qu'on peut appeler des services écosystémiques par la présence de telle ou telle plante. Et ce jardin, en fait, c'est un peu un deal avec ça. C'est que dans mon optique, c'était vraiment de faire en sorte que le visiteur soit immergé et soit dans une position d'humilité forcée vis-à-vis de la nature. C'est ok, je visite le jardin, mais il faut vraiment que je le mérite. C'est pas moi le chef. Il va bien là, il a apprécié la météo, j'ai rarement vu autant de fruits dessus. Enfin, fruits bien orange. Au moment où Éric Lenoir a prononcé cette phrase-là, « Dans mon jardin, c'est pas moi le chef », on était en train de marcher tous les deux au milieu de cette prairie qu'il a reconstituée au fil des années. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que partout autour de nous, il y avait des papillons, des bourdons, des scarabées volants même. Et j'ai pris conscience que dans ma vie, j'ai jamais l'occasion de voir autant d'insectes à la fois.
Ce qui n'est pas étonnant, il paraît que 80% de leur biomasse a disparu en 30 ans à cause des pesticides. Je l'ai lu dans le journal Le Monde. C'est peut-être ça qui me semble le plus dingue, que j'ai besoin de le lire pour le savoir, que je sois un foutu de ressentir concrètement ce désastre. Alors qu'Éric Lenoir, lui, il a réussi à se trouver une place dans tout ça. Au fond, avec sa prairie, il essaye de rendre des services écosystémiques, de s'insérer dans le grand réseau de dépendance interespèces. Et ça, pour un humain occidental du XXIe siècle, habitué plutôt à tout bousiller, c'est une révolution, un changement total de paradigme. C'est pas moi qui le dis, c'est l'historien Hervé Brunon, spécialiste des jardins. Il l'explique très bien. Ce qui est frappant, c'est comment, depuis une vingtaine d'années au moins, on a, en tout cas une grande partie de la réflexion des paysagistes, des philosophes, etc., qui s'occupent de jardins, décaler un peu la focale. On était dans les 30 Glorieuses encore dans un modèle très productiviste qui était lié à la manière dont l'agriculture s'était modernisée avec la révolution des engrais, des pesticides, etc. C'était des modèles qui étaient une culture intensive qui était encore transposée dans le jardin. Il fallait que les jardins soient magnifiques, soient exempts de maladies, soient exempts de nuisibles. Et donc on faisait la guerre. On m'a appris à faire la guerre, on m'a appris à tuer. Et il a fallu se déprendre de ce modèle. Parce qu'il faut se glisser dans le processus infini des choses, il faut être à l'attention, à l'écoute de l'univers et de ce microcosme qu'est le jardin, et pour en faire le moins possible. On fait aujourd'hui le moins possible pour faire avec la nature. Et je pense que cette très belle idée de jardin punk, comme il l'appelle, d'Éric Lenoir, elle va tout à fait dans ce sens-là. Ça, c'est un kiwi? Ouais. Il s'éclate pas. Non. Le kiwi ici, j'ai pas encore trouvé l'emplacement idéal. Ça aussi, savoir perdre, ça fait partie de la culture punk. Là, ce qui fait du bien, je trouve, c'est de comprendre qu'Éric Lenoir n'est pas tout seul dans son coin au fin fond de Lyon à essayer d'inventer un autre modèle d'interaction avec la nature. Que sa démarche s'inscrit dans un moment historique plus large, une prise de conscience générale. D'après Hervé Brunon, cette espèce d'interventionnisme éclairé qu'incarne le jardin punk d'Éric Lenoir est complètement raccord avec les dernières évolutions de l'écologie. On peut le mettre en relation avec la manière dont l'écologie a évolué. La science de l'écologie a évolué depuis les dernières décennies. D'abord, on est passé d'une écologie du climax, donc qui considérait que chaque écosystème devait évoluer vers une sorte de stade d'équilibre, à une écologie de la perturbation, où on a pris en compte le fait que sans arrêt, les écosystèmes sont soumis à des événements d'origine anthropique, humaine ou pas. Par exemple, dans une forêt, il y a la foudre qui fait tomber des arbres, le vent, des tempêtes. Et donc, il y a du chablis, il y a de la lumière qui s'ouvre, une clairière se forme, des jeunes pousses vont pouvoir grandir. Il y a cette dynamique sans arrêt. Et aujourd'hui, l'écologie prend en compte complètement la dimension humaine, la dimension anthropique. En fait, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas un seul espace sur Terre dans lequel il n'y a pas des millénaires d'interactions entre les écosystèmes et les sociétés humaines. Par exemple, on pensait pendant très longtemps que l'Amazonie, c'était la forêt vierge, la wilderness, c'était ce mythe un peu d'une nature intacte, non touchée par l'homme. En réalité, les anthropologues, les archéologues ont montré que depuis des millénaires, depuis que l'homme était arrivé par le détroit de Bering, etc., jusqu'en Amérique du Sud, on cultivait la forêt, on faisait du brûlis, ce qu'on appelle des essarts, on jardinait, et puis les populations abandonnaient les jardins et on créait d'autres un peu plus loin. Et donc, il y avait une sorte d'hybridation complète entre les dynamiques spontanées, sauvages, entre guillemets, des écosystèmes et les forces, le poids d'intervention de l'homme. Donc on est toujours dans des mixtes, dans des hybrides entre nature et culture. Et finalement, le jardin, c'est le lieu emblématique de ce type d'interrelation. Et donc dans ces lieux se joue quelque chose de l'ordre de notre être au monde. Ça en est où ce basilic ? Tu l'as mis près de la fenêtre un peu ? Il y a de la poussière, j'ai l'impression. Alors en rentrant de Villiers-sur-Tholon, je me suis dit qu'il ne fallait plus rater une seule occasion d'expérimenter ces hybridations dont parle Hervé Brunon. Même quand notre biotope naturel, c'est de la moquette et des murs de béton.
Mais c'est complètement sec là. Je suis allée arroser un peu quand même. Et puis, j'ai repensé aussi à l'article sur l'effondrement des populations d'insectes en Europe, que j'ai lu dans le journal Le Monde. Dedans, il y avait l'interview d'un scientifique britannique, Dave Golson. Il est professeur à l'université du Sussex et ça fait 20 ans qu'il observe les effets catastrophiques des pesticides sur la biodiversité. Il n'arrête pas d'écrire des livres pour prévenir tout le monde que si les insectes disparaissent, tout le reste disparaîtra avec. Et comme il ne sait plus quoi faire pour sortir les décideurs politiques de leur apathie, il propose d'obliger le président de la République et ses ministres à rester ne serait-ce que 20 minutes à quatre pattes dans une prairie à regarder les sauterelles, les abeilles ou les papillons. Lui, il dit que ça changera le monde. Franchement, au point où on en est, pourquoi on n'essaye pas ? À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.